Damn! Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Hongrie 2025. Et je ne suis pas seul. J'ai avec moi Julien Légaré-Turcotte et François Carignan, modérateurs du groupe Facebook de la Monoplace. Et on a fait les choses différemment. Parlez, messieurs. Bonjour tout le monde, donc vous êtes en direct de Sainte-Luce avec Abdoussal. Sainte-Luce étant la ville où j'habite présentement, donc j'accueille mes chers amis et on enregistre le podcast ensemble. Merci pour l'invitation, Abdou, au podcast. Et Julien, chez toi, merci de nous avoir reçus ce week-end. Week-end qui aura été rempli de moments extraordinaires, dont la qualification de Lando Norris et de Lewis Hamilton qui nous ont rendus très heureux, Julien. Oui, effectivement, la qualification de... Bon, disons que la qualification de Lewis Hamilton aurait été assez tragique, mais Charles Leclerc, ce grand prince monégasque, l'enfant chéri, qui a eu tellement une belle qualification, on peut pas en dire autant pour sa course, malheureusement. Ah, j'ai très hâte de parler de sa course, malheureusement, Julien, mais j'ai très hâte aussi de parler de la course de Lando Norris. Heureusement pour toi, François, parce que je vais vous donner le classement de ce Grand Prix de Hongrie. Alors, Lando Norris l'emporte devant Oscar Piastri. George Russell monte sur le podium. Ensuite, on a Charles Leclerc, 4e. Fernando Alonso est 5e. Gabriel Bortoleto, encore dans les points pour Sauber, 6e. Lance Stroll, 7e. Liam Lawson, 8e. Max Verstappen, 9e. Et Andrea Kimi Antonelli se retrouve dans les points pour la première fois de la saison en Europe. Et on a malheureusement perdu Ollie Berman qui a dû abandonner sur problème mécanique. Alors, Julien, François, on va parler de McLaren parce que c'était une course à stratégie différente. On a eu Lando Norris qui l'emporte sur une stratégie à un arrêt et Piastri qui a talonné Norris jusqu'à la toute fin avec une stratégie à 2 arrêts. Je vais commencer avec François parce que sa course, lui, son cœur a battu très fort. Ben, en fait, je crois que si jamais Lando Norris avait pas eu un de ses départs signature, c'est-à-dire tomber de 2-3 positions, en fait, se retrouver 5e et presque même 6e, je pense que Lando Norris a perdu cette course parce que justement, c'est le fait de se retrouver là, un peu à l'arrière qui l'a poussé à faire une stratégie différente. Et puis, on a vu que ça a été payant pour plusieurs pilotes, pas seulement lui, mais la stratégie à un arrêt. Comme justement pour Julien, Lewis Hamilton. Mais non, sans blague, j'ai trouvé que Norris a bien rebondi après un départ qui aurait pu là, un peu l'atterrer puis mal complété ce week-end qui a été bon honnêtement, qui a bien commencé en essai libre. Qualification, encore une fois, semble avoir des petits problèmes. L'an dernier, c'était, comme je le répète souvent, l'an dernier, les qualifs étaient sa force. Cette année, c'est un petit peu là où il doit travailler. Alors qu'Oscar Piastri, c'est l'inverse. Oscar, lui, a suivi le programme et peut-être a poussé un peu trop vite parce qu'on a vu là, qu'à la fin, les pneus commençaient... bon, c'est sûr que c'était pas le même niveau d'usure que Lando Norris parce qu'il y avait quand même un écart de d'à peu près un 10-12 tours entre les deux en termes d'usure là, sur les pneus. Ben, en fait, je regarde ici, Norris s'est arrêté au 32e tour pour mettre ses hard, alors que Piastri, c'est à peu près au 44-45. Fait que c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça paraît à la fin. Malgré le fait que les voitures soient plus légères, moins d'essence, l'usure des pneus, là, écoute, Piastri, là, certains temps, prenait facilement une demi-seconde au tour. Mais surtout aussi, moi, je pensais que Norris était foutu.
Mais Piastri, comme tu l'as dit, a vraiment trop poussé. Dans l'avant-dernière tentative qu'il avait, un gros Hail Mary où il bloque les roues au virage 1 et c'était merci, bonsoir. Lando pouvait rentrer à la maison avec le trophée de la victoire. Mais quand même, moi, je pense que on s'en est parlé. Je pense que c'est la plus belle victoire de Lando Norris en Formule 1. Julien, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis quand même d'accord avec toi, puis je suis d'accord également avec François. Ça a été un début de course éprouvant pour Lando Norris qui, dès le début, s'est fait dépasser par Fernando Alonso ainsi que George Russell, ce qui a placé Lando Norris en 5e position. Je suis également d'accord avec François que face à cette situation-là, qui était, dérangeante pour Lando Norris, elle a forcé à adopter une stratégie de un seul arrêt au puits. Et il faut souligner l'excellente gestion des pneus de Lando Norris aujourd'hui, sans quoi ça n'aurait pas été possible. On se rappellera que la température de la piste aujourd'hui était quand même relativement froide également. 32 degrés à la fin. 32 degrés à la fin, alors que si je me rappelle bien, en Hongrie, on est habitué avec des températures de 45-50 degrés sur 50 degrés sur la piste. Donc, est-ce que ça l'a aidé, à limiter la dégradation des pneus? Peut-être, mais il en demeure pas moins que la piste était beaucoup plus glissante. Ce qui a fait en sorte que vraiment Lando Norris, oui, je pense que c'est sa plus belle victoire en carrière. On sait que Lando Norris, parfois, peut avoir des difficultés lorsqu'il est sous pression, et pourtant, il aura réussi à maintenir Oscar Piastri derrière lui, surtout dans les 2-3 derniers tours, où on sentait qu'Oscar Piastri avait énormément de difficultés à maintenir un rythme. Lui également, ses pneus, vous l'avez mentionné, il a poussé beaucoup, il semblait glisser, il aura tenté un Hail Mary, ça n'aura pas fonctionné. Donc, c'est une victoire entièrement méritée pour Lando Norris, qui s'est fait confiance et qui a fait confiance à son écurie lorsqu'on lui a proposé une stratégie d'un seul arrêt. Et un excellent arrêt, d'ailleurs, de 1,9 secondes là, qui a fait en sorte que, justement, si jamais ça avait été un mauvais arrêt au puits, probablement perdait cette course-là. Effectivement, quoi qu'il faut dire qu'il y a eu 2 arrêts à 1,9 secondes, si je me rappelle bien. Oscar Piastri a également bénéficié d'un arrêt de 1,9 secondes. Donc vraiment, l'écurie aujourd'hui, McLaren était en feu dans les puits. Et ben voilà, je veux dire, ça a été une stratégie différente avec une fin de course exceptionnelle comme on les aime. Et pour parler de Piastri, moi, je pense que il a passé une grande majorité de la course derrière Charles Leclerc qui était en tête de l'épreuve. Bon, grande majorité, c'est généreux de ma part, mais Piastri a tenté de faire un undercut sur Leclerc, mais je pense que en faisant ça, ça a vraiment permis à Norris d'aller justement gagner ses positions et remporter ensuite l'épreuve. Donc, je ne sais pas comment vous le sentez, le fait que cette stratégie, cette tentative d'undercut a vraiment ouvert la voie à Norris. Ben, un peu comme je disais, les trois regardaient la course ensemble, et comme j'ai dit autour du 25-30e tour, j'ai dit le fait que les deux McLaren aillent pour des stratégies différentes, mais Charles Leclerc en sandwich, ou que peu importe ce qu'il fait, il risque de perdre contre un des deux autres. Fait que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de situation gagnante. Par contre, lui, je pense que ce que Charles Leclerc voulait, c'est d'y aller pour un one-stop. Il a, évidemment, là, on l'a entendu très, très virulent à la radio, critiquer son équipe, de ne pas l'avoir écouté. Ce qui semble malheureusement arriver trop souvent dans le cas de Ferrari, se fie sur des fois des données qui sont inappropriées ou qui sont pas comment je te dirais. Tu sais, je veux dire, il disait inexact. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, quand tu dis tu sais, garder des hard go long avec Lewis Hamilton, admettons. Ben, tu sais, je veux dire, si tu regardes un petit peu la situation, c'est différent. Lewis Hamilton se retrouvait plus en arrière du peloton, se battait beaucoup plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'usure des pneus va être différente quand tu es tout le temps dans un train de DRS. Puis je trouve malheureusement que souvent Ferrari, comme je l'ai dit, ignore ou ne donne pas la valeur attribuée, la valeur appropriée au feedback de ses pilotes. C'était dans le cas de Carlos Sainz, c'était la même chose, encore une fois, dans les dernières années. Puis, je commence vraiment à me demander, là,
est-ce que Charles Leclerc commence à voir que le fait qu'on l'écoute pas, est-ce que ça va peut-être lui coûter des victoires qui pourraient peut-être dans le futur même lui coûter des championnats? Et c'est une belle perche que tu tends à Julien, parce que je m'en allais justement parler de Charles Leclerc. D'ailleurs, quelqu'un peut jeter un œil sur lui, parce que je sens que le debriefing sera aussi spicy et même plus alléchant que le steak que nous avons mangé samedi. Excellent steak, effectivement. Cependant, il y a un mot que je commence à utiliser avec Ferrari. Donc, c'est une situation qui est ferrarisible. On est carrément là-dedans. Est-ce que la stratégie d'un seul arrêt au puits de Charles Leclerc aurait véritablement fonctionné? Ça, je le sais pas. On le saura probablement jamais. Mais maintenant, lorsque tu es comme écurie, tu dois quand même donner le bénéfice du doute à ton pilote. Ils l'auront pas fait. Ça aura vraisemblablement énormément frustré Charles Leclerc. D'autant plus que Charles Leclerc, en début de course, avait un excellent rythme. Oscar Piastri était pas du tout en mesure de le rattraper, disons, convenablement. Il y avait constamment un écart d'au moins 2 secondes avec Charles Leclerc. Donc, clairement que le pilote monégasque avait une bonne compréhension des pneus, avait une bonne compréhension de la stratégie qu'il souhaitait maintenir pour le reste de la course. Ferrari ne l'aura pas écouté. Ça aurait créé encore une fois une situation où Charles Leclerc est en beau fusil après son écurie. Puis je commence sincèrement là, à partager les impressions de François. Est-ce que Charles Leclerc veut véritablement demeurer avec Ferrari coûte que coûte? Ça avait déjà été dit avec le passé que Charles Leclerc quitterait jamais Ferrari tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas ne serait-ce qu'une bonne chance de remporter un championnat du monde. Mais la frustration à l'heure actuelle est telle que je me pose des sérieuses questions. Maintenant, je vois pas Charles Leclerc nécessairement quitter Ferrari pour aller n'importe où. Surtout pas, je pense pas que cette année ou quoi que ce soit, ou l'an prochain, là, mais je veux dire, c'est des choses qui s'accumulent. Tu sais, tu penses à toutes les opportunités manquées, là. Non, tout à fait. Ça s'accumule pour Charles Leclerc. Je le vois pas, je le vois certainement pas partir l'an prochain, mais est-ce que avec une bonne offre dans une écurie sérieuse, il pourrait être tenté de changer d'écurie? Ben, peut-être. Ce qui est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage pour Charles Leclerc. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a atteint probablement un pic de frustration quasi inégalé. Et en plus, là, pendant que François parlait de McLaren, j'ai montré un message de Canal+ qui disait que Charles Leclerc, en entrevue, disait qu'il avait un problème de châssis. Donc, je ne sais pas si ça a affecté sa course, mais peut-être qu'il roulait sous Moi, je pense que c'est clair qu'il roulait sous frustration, parce qu'on l'a vu lorsque George Russell l'a attaqué 2 fois plutôt qu'une. Première tentative, Russell s'est plaint qu'il le freinait, il a changé de direction sous freinage. Et la deuxième, c'était là où Leclerc a eu la pénalité, conduite erratique, 5 secondes, qui au final n'a rien changé parce que Leclerc avait un gros buffer sur Fernando Alonso, mais on le voyait que Leclerc se défendait de manière désespérée, François. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, Charles Leclerc, c'est quelqu'un qui, en défense, est habituellement très, très propre. On l'a vu là, c'est en 2022 quand il se battait pour le championnat avec Max Verstappen, évitait les contacts, était propre, concédait des fois pour essayer de mieux réattaquer. On l'a vu là, c'est pas quelqu'un qui est du genre à faire ce genre de moving under braking si on veut, ou encore juste carrément essayer de bloquer une ligne juste pour même une ligne désavantageuse. Littéralement il a essayé de se placer dans l'apex en freinant, ce qui a été un petit peu déroutant, si on veut, pour George Russell. Lui-même le dit, c'est George Russell qui est quelqu'un qui est très, très vocal à la radio, qui pointe, qui n'hésite pas à pointer les erreurs des autres, mais j'ai rarement entendu aussi virulent par rapport à un geste défensif. Cela dit, George Russell, encore une fois, c'est drôle parce que c'est quelqu'un que tu vois presque pas, puis il est tout le temps bien placé, puis
je pense Abdou, tu comptes en revenir, là, et revenir dans quelques moments, je crois. Mais les deux McLaren ont passé proche de se rentrer dedans. Ça aurait été une situation comme l'an dernier en Autriche où Russell sort de nulle part et puis aurait pu gagner une course si jamais ça avait mal viré ce moment-là. Là. Mais j'aime ce que George Russell fait. Est à seulement 14-15 points de Max Verstappen au classement. Lui, d'ailleurs, quel week-end atroce. Puis, c'est encourageant de voir ce qui se passe de son côté. Ça donne une idée que la voiture est bonne. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner pour Kimi Antonelli, qui là a eu des moments un petit peu plus difficiles dernièrement. Mais fini 10e, c'est positif. Je pense, et puis il a fait une couple de beaux dépassements dans cette course-là. On voit que le talent là, est là. C'est vraiment juste l'expérience qui manque à ce gars-là pour amener Mercedes à quelque part de très intéressant. Et surtout, parlant d'Antonelli, 10e, mais probablement a réalisé un des plus beaux dépassements de ce Grand Prix. Un dive bomb sur la Williams. Je sais pas si c'était Albon ou Sainz. Carlos Sainz. C'était Carlos Sainz, mais c'était un dive bomb absolument remarquable. Et ce qui a fait en sorte que, quand même, il était parti sur la grille. Finalement, 10e, ça va donner une grosse confiance pour le jeune pilote italien Julien. Oui, effectivement. Ouais. On voit un style de conduite de Kimi Antonelli qui est assez exceptionnel, qui aura réalisé, comme tu le mentionnes, certainement le plus beau dépassement sur le circuit aujourd'hui. Quoique, je dis certainement, oui. Ouais, Max Verstappen, virage 6, effectivement. effectivement que c'était de toute beauté. Ce qui manque à Antonelli présentement, puis c'est normal, je veux dire, il y a 18 ans, c'est de la constance. Et puis ça, il va finir par la développer avec Mercedes. D'autant plus que je pense que c'est probablement l'écurie idéale pour bâtir un pilote et puis créer un sentiment de confiance chez lui. Je me permets de revenir sur l'incident avec McLaren qui a failli nous créer un Barcelone 2016 2.0, mais Julien qui a essayé de l'invoquer, même à quelques reprises. Ouais, c'est ça. J'ai sorti mes poupées voodoo de l'Espagne et puis visiblement ça a pas fonctionné. Ça aurait été assez catastrophique pour McLaren si effectivement les deux voitures étaient entrées en collision. Bon, peut-être que vous me direz que ça aurait avantagé Oscar Piastri. Effectivement, quoique il y aurait certainement pu y avoir pénalité là si jamais un dive bomb avait causé un incident de la sorte. Mais oui, voilà, on l'aura évité. Je reviens également sur Charles Leclerc. Je veux dire, la pénalité qu'il a obtenue de 5 secondes, c'était une pénalité slam dunk. Mais slam dunk, c'était dangereux. Je sais que Charles Leclerc a la nationalité monégasque, mais il a failli obtenir la nationalité russe parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça ressemblait à tout le moins à ce qu'on était habitué de voir avec Nikita Mazepin. Donc, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu l'as dit, François, on n'est pas habitué de voir ça de Charles Leclerc. On n'est vraiment pas habitué. C'est un pilote qui est généralement très propre. Puis ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était désespéré. C'était dangereux. Ça avait juste aucun sens. Puis ça a donné l'ensemble des munitions à George Russell pour que par la suite, il puisse se plaindre à la radio. Parfois, ça m'énerve, mais là, ici, je veux dire, c'était complètement démesuré comme manœuvre. Puis, je veux dire, je pense que George Russell va pouvoir s'en plaindre pendant tout le congé estival s'il le souhaite. Là. Oui, mais bon, écoute, c'est ça. Moi, je pense que je veux parler surtout de Lewis Hamilton aussi. Julien, qui est juste pour vous mettre en contexte, puis peut-être que je vais mettre le clip audio parce qu'on a pris une vidéo. Mais samedi, on a regardé les qualifications tous ensemble, évidemment, et on a vu Julien faire un crash out valide lorsque Hamilton a été éliminé en Q2. C'était de toute beauté. Je vais vous mettre l'extrait tout de suite après, quand j'ai fini de parler.
Tu t'es fait kicker par Bortoleto! Bro! Bro! Mais je me désorganise! Mais c'est quoi cette merde? Voilà. Donc, J'aimerais aussi que tu mettes l'autre bout qui est quand Charles Leclerc a décroché la pole. Vraiment, Julien a vécu l'expérience complète Ferrari en dedans d'à peu près 40 minutes. C'était magnifique. Tandis que moi, j'ai vécu l'inverse. En tout cas, bref, je laisse rouler la deuxième partie. Damn! Damn! Lando. ouais, et voilà. Donc, vous voyez à quel point... parce que généralement, nous, évidemment, étant donné qu'on habite à distance, on écrit nos crash out. mais là, en fin de semaine, on a eu vraiment un crash out Ferrarisible. Et Lewis Hamilton, c'était pas fameux non plus, Julien. Non, mais c'est parce que il se fait sortir de Q2 par notamment Bortoleto. Là, soudainement, je dois me mettre à souligner le fait puis à être heureux du fait que Lewis Hamilton s'est qualifié devant Franco Colapinto. Franchement, là, c'est parce que je suis tanné que Ferrari donne l'impression que c'est un cimetière à champion du monde. On l'a vu avec Vettel, on l'a vu avec Alonso, on l'a vu avec Alain Prost, je pense également. Donc, je suis tanné. Je suis tanné. Je peux pas voir Lewis Hamilton, un septuple champion du monde, qui se fait éliminer en Q2. C'est difficile de voir Lewis Hamilton qui se qualifie de pilote inutile. Calique, là. Quand un septuple champion du monde embarque dans une écurie qui est aussi légendaire, puis qu'en milieu de saison a déjà complètement perdu confiance en ses moyens, puis ça se décrit lui-même d'inutile, je veux dire, qu'est-ce que ça donne une idée sur le genre d'ambiance qui se passe dans cette écurie-là? Ouais, le cas de Lewis Hamilton va peut-être mener à finalement, c'est pas tous les grands pilotes qui veulent avoir un passage chez Ferrari. Ça va peut-être mettre fin à ça. Parce qu'après Vettel, après Hamilton, comme je parlais, est-ce qu'on peut anticiper qu'un jour Max Verstappen veuille absolument aller chez Ferrari? Moi, je le crois pas du tout. Le nombre de fois que j'ai vu Max Verstappen rire des décisions de Ferrari quand il coursait contre eux pour des victoires, etc. Puis, tu vois dans le cool-down room, tu fais mais vraiment pourquoi ils ont fait ça, c'est donc ben niaiseux. Ou encore, des choses comme il y a quelques années, justement, mettre des hards en Hongrie, qui a littéralement coûté la vie. Tu sais, que je disais, why the hell did they do that? Tu sais, je veux dire, je pense que lui-même voit qu'aller chez Ferrari, surtout avec le personnel stratégique en place, c'est, tu sais, même quand, c'est sûr qu'il y a un attrait. C'est comme pour un joueur québécois jouer pour le Canadien de Montréal. C'est comme pour un, tu sais, il va toujours avoir un attrait. Mais est-ce que tu veux dealer avec la pression? Est-ce que tu veux dealer avec le fait que, bon, par les années passées, disons, dans le cas du Canadien, c'était pas exactement l'équipe la mieux bâtie, la mieux structurée. Tu sais, je veux dire, tu regardes, c'est un peu ça chez Ferrari en ce moment. Je regarde, malheureusement, je vois pas d'opportunité pour un pilote qui est présentement dans son prime. Je vois mal comment ces pilotes-là pourraient voir une chance de gagner immédiatement avec ce personnel en place-là, parce que année après année, il y a plein d'espoir, mais il n'y a jamais de résultat. Et en plus de ça, il s'est fait pas mal roasté par le compte Twitter de Red Bull quand il dit que Max Verstappen a fait peur à Lewis Hamilton dans un dépassement qui est d'ailleurs encore sous enquête au moment où on enregistre. Et puis, j'ai une notification si jamais il y a une décision. Donc, on va peut-être la prendre en live d'ici la fin de l'épisode. Touche du bois. Parlons-en d'ailleurs. Oui. Je pense que chacun devrait
émettre son opinion parce qu'il n'y a pas eu de contact ni rien. Là. Non, mais c'est ça, il y a pas eu de contact. On sait que Max Verstappen peut être un pilote extrêmement agressif, ce qui fait en sorte que, bon, certains pilotes partent en peur, mais moi, je pense qu'ici, ce que Verstappen a fait, c'est carrément de lancer un dummy, là. C'est carrément de lancer un dummy à Lewis Hamilton. D'ailleurs, chose que Lewis Hamilton a fait très souvent en carrière. Puis, ben, l'incident qu'il y a eu, si je me rappelle bien, au 30e tour, il n'y a pas eu de contact. Verstappen n'a pas du tout poussé, en tout cas de mon point de vue, il n'a pas du tout poussé Lewis Hamilton hors de la piste. C'est juste que je pense que Hamilton a été surpris de la manœuvre de Max Verstappen, a soit late breaké, freiné tardivement, ou a juste manqué complètement la courbe parce qu'il s'imaginait qu'il allait devoir sortir de la piste. Mais moi, j'ai l'impression que la manœuvre de Verstappen était tout à fait propre, était agressive, était propre. Puis ben, malheureusement pour Lewis Hamilton, ça n'aura pas fonctionné. Peut-être le seul argument de Lewis Hamilton est que Max a pris la largeur complète de la piste en complétant son virage. Ce qui a fait en sorte que Hamilton n'avait aucune chance de rester à l'intérieur des limites de la piste. Par contre, je pense que Max a justement pris la largeur parce que Hamilton était déjà en train de sortir. Fait que ça va être un petit peu délicat à défendre. Moi, comme je dis, puisqu'il n'y a plus aucun contact et que Max, en tant que tel, n'a pas... Comment je te dirais? Il n'y a pas... On a-tu une décision? Non, c'est juste pour vous montrer le document, en fait. OK. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va être très dur à défendre. Ça semble un geste, agressif, mais légal. Parce que le document que je suis en train de montrer aux gars, c'est la convocation pour dire que l'incident est en cours. C'est parce que Max a, selon les commissaires, ils enquêtent pour voir si Max a forcé Lewis Hamilton hors piste. Je pense pas. Des deux angles de caméra qu'on a vus, je pense pas que c'était le cas. C'était plus Lewis qui a décidé soit qui a perdu un peu le contrôle. Il y a bail-out. Ouais, il y a bail-out. Il s'est retiré pour dire non, moi, j'ai pas à me battre contre Verstappen parce que de toute façon, les deux étaient sur des stratégies différentes. Hamilton était encore sur des hards, ne s'étant pas arrêté. Verstappen était clairement plus rapide que lui. Fait que moi, j'ai du mal à voir Verstappen être pénalisé. Peut-être le seul truc, ça va être quoi? Un avertissement ou no further action d'après moi. Mais j'ai bien hâte de voir le document quand ça va sortir pour voir les explications. Mais de ce qu'on a vu, j'ai du mal à croire que Verstappen a forcé Hamilton hors piste. Et si je me rappelle bien, puis vous pourrez me corriger, messieurs, là, mais Hamilton était toujours complètement devant Max Verstappen lorsqu'il est sorti de piste. Jamais les roues de Max ont été à la hauteur de celle-là. C'est ça. Donc, regardez, ça nous donne un énième incident entre Lewis Hamilton puis Max Verstappen auquel on... Peut-être les deux sont arrivés à côté de l'autre, on a fait « Here comes the show ». Ouais, ben c'est ça. Ça fait partie des bons moments où on n'a aucune difficulté à avoir une bagarre entre la 11 et 12e place. Quand c'est Lewis Hamilton et Max Verstappen, ça donne des moments d'anthologie. C'est toujours croustillant. Ça l'a été encore une fois, puis j'ai aussi très hâte de voir finalement la décision qui sera rendue par la FIA. Mais pour maintenant continuer de parler de Verstappen, oui, il finit 9e. C'était pas un week-end facile pour lui. Yuki Tsunoda, on n'en parle pas. On l'a très peu vu. Mais Verstappen nous a servi de très beaux dépassements, François. Celui au virage 6, regarde, c'est un dépassement que seulement une poignée de pilotes sur la grille peuvent faire. Écoute, je veux dire... Arriver à la chicane en haut du secteur 2, là, en haut de la côte, quand tu te dépasses à l'intérieur pour squeezer ta voiture entre deux gros leaders agressifs comme ça, je veux dire, il faut que tu aies du culot, c'est incroyable. Puis Max, lui, je veux dire, il est né pour courser. Hein. Il n'y a aucun doute que ce gars-là va toujours tout faire pour gagner, même si jamais c'est une seule position. Mais regarde, malheureusement, le reste de sa course s'est pas déroulé comme il l'aurait voulu.
parti 8e, je veux dire. Je pense que c'est sa pire qualif en conditions sèches de la saison, c'est ça, hein? Je pense, ouais. Et même, je pense, si jamais c'est pas de la saison complète, je veux dire, c'est vraiment dommage parce que, tu sais, dommage. C'est particulier parce que on voit littéralement une situation où tu as un pilote comme Gabriel Bortoleto qui s'est qualifié devant lui, les deux Aston Martin. Tu sais, tu t'attends jamais à voir ça de Max Verstappen. Là. Ouais. Et tu sais, malgré le fait qu'il garde justement ce feu-là, cette passion, est-ce que qu'est-ce que ça donne une idée, comme idée un petit peu de la performance de la voiture et justement de ce que les autres sont en train de faire? Les Sauber sont en train littéralement de se démarquer de façon extraordinaire. Depuis 5-6 courses, sont extrêmement compétitifs. On s'attendait à rien d'eux cette année. Gabriel Bortoleto est en train littéralement là, de se présenter comme candidat au recrue de l'année avec Isaac Hadjar, selon moi. Tout à fait. Se qualifie très bien, malgré le fait que la voiture, au début de la saison, était médiocre. Je veux dire, chacune des recrues a bien fait. Bon, à part les deux de Alpine, qui, selon moi, les deux on laisse beaucoup à désirer. On a un fil de recrues très, très intéressant cette année. Oui, et on peut passer. Ouais, Julien peut parler, hein? Non, mais effectivement, moi, je suis toujours heureux de voir Sauber performer. C'est une écurie qui, on le sait, va à partir de l'an prochain être sous l'égide de Audi. Et vraiment, je pense qu'effectivement, Gabriele Bortoleto pourrait être la recrue de l'année jusqu'à présent avec Isaac Hadjar. Je dirais que c'est un coin toss. Malheureusement, peut-être pour Kimi Antonelli, je veux dire, c'est un pilote qui est exceptionnel maintenant. Probablement que le fait qu'il conduit une Mercedes fait en sorte que ses performances sont masquées un peu plus sous le tapis en raison du fait qu'on s'attend. Est-ce que, par exemple, Antonelli obtienne des podiums? Pour ma part, je considère pas que les Mercedes cette année sont des monoplaces qui permettent d'obtenir des podiums fréquemment, loin de là. Cependant, oui, pour revenir à Sauber, bon, ils nous auront donné un podium, on va continuer d'en reparler, mais ils nous ont donné un podium de Nico Hülkenberg après 239 courses. Aujourd'hui, une très, très belle 6e position pour Gabriele Bortoleto. Et on le sait, si ça peut accorder à l'écurie des points intéressants au championnat des constructeurs, ben, ça pourrait leur accorder un cachet supplémentaire pour l'an prochain qui va leur être nécessaire, même s'ils seront désormais sous l'égide d'Audi. Je pense que l'argent ne sera pas un problème, justement, du moment que la bannière d'Audi va prendre le dessus. Non, je comprends. Mais oui, c'est toujours bon c'est encourageant, ça permet de développer plus rapidement. Non, je comprends, mais je veux dire, même lorsqu'il y a une grosse bannière, ça fait pas en sorte nécessairement que l'écurie va avoir énormément d'argent. On se rappellera du passage de Toyota en Formule 1, on se rappellera également du passage de BMW en Formule 1. Jaguar, ouais, effectivement. Donc, ça fait pas nécessairement en sorte que les actionnaires majoritaires, ils veulent mettre l'ensemble du cachet là-dedans. Donc, voyons voir. Je veux dire, si ça peut aider Sauber. Ben, en tout cas, c'est clair que ça nuira pas. Ben oui, puis ce qu'ils sont en train de réussir maintenant, ça va attirer des sponsors qui vont qui vont être intéressés à embarquer, peut-être même d'ici la fin d'année, et ça va être beaucoup plus attrayant de mettre leur nom sur la voiture dès le début de l'an prochain. Ouais, si ça peut changer le commanditaire principal, parce que sérieusement, la voiture est tellement atroce. Là. Je suis désolé pour ceux qui apprécient le look de la voiture, mais quand Kick, mais de un, le logo de Kick est épouvantable. De deux, les couleurs sont épouvantables. Ouais. Si jamais ça peut être un nouveau branding beaucoup plus intéressant, j'aimerais beaucoup. J'ai l'impression qu'évidemment les voitures vont changer complètement de look lorsqu'Audi sera là, mais s'il vous plaît, débarrassez-nous de Kick, s'il vous plaît. Et parlant toujours de Sauber, Bortoleto est en train d'être devant Hülkenberg en qualification.
présentement, c'est 8-6 pour le Brésilien sur Hülkenberg, qui pourtant est un bon pilote sur un tour lancé. Et là, ça veut dire que on arrive à la pause estivale avec une recrue qui est devant un pilote tellement expérimenté en qualification et qui fait le travail. Et pourtant, on oublie aussi que Bortoleto est le champion en titre de F2 et a été champion de F3 sa première saison. Donc, c'est loin d'être un mauvais pilote ou d'un pilote payant. C'est sûr qu'évidemment, il a le backing brésilien de ses sponsors, mais il prouve qu'il a le talent. Et ça me permet aussi de faire le saut sur Aston Martin parce que on parle beaucoup en mal de Lance Stroll avec raison parce qu'il livre pas la performance, mais aujourd'hui, même s'il a été un peu plus anonyme aujourd'hui, l'ensemble du week-end était bon et surtout avec lui qui finit 7e et Fernando Alonso qui finit 5e avec une stratégie d'un arrêt au puits qui a fonctionné. Et Alonso, malgré une douleur musculaire au dos qui l'a forcé à s'asseoir en FP1, a bien fait aussi. Donc, Aston Martin, avec Gabriel Bortoleto, ce sont les gagnants du week-end. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment les gagnants du week-end. Puis, dès les qualifications, on voyait que les Aston Martin étaient particulièrement performantes. Visiblement, est-ce que c'était en raison de la température de la piste? Je ne sais pas. Mais une très belle séance de qualification, tant pour Lance Stroll que pour Fernando Alonso. Des points très, très importants qui auront réussi à aller chercher aujourd'hui, notamment pour le championnat des pilotes. Donc, vraiment, c'est bien de voir cette écurie-là marquer des points. J'ai très hâte de les voir l'an prochain avec les nouvelles régulations, mais c'est certain qu'on a vu des belles performances aujourd'hui pour les deux pilotes. Rien d'autre à ajouter. Exact. Donc, je pense que c'est ce qui résume la performance d'Alpine. Aston Martin? On l'avait résumé très rapidement. Ah ouais, écoute, moi je pense que dans les circonstances, Alpine a fait une magnifique performance en terminant 19e et 20e et je dois lever 18-19. Ouais, je suis un petit peu trop généreux avec Alpine, mais je dois dire qu'Alpine a été vraiment bon ce week-end en finissant dernier parmi les pilotes classés. Au moins, pour vrai, Franco Colapinto finit devant Pierre Gasly, mais ça, c'est parce que Gasly a une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Carlos Sainz. Fait que, est-ce que ça compte? Ben, ça compte sur les stats, mais Colapinto était derrière Gasly pendant l'ensemble du week-end. Carlos Sainz, j'aimerais que tu nous parles de ton écurie Williams. Comment ça va? Écoute, c'est pas parce que j'ai des collants Williams que j'ai un porte-gobelet Williams, que j'ai un chandail Williams que j'ai oublié chez moi et que j'ai une chemise Williams que j'ai aussi chez moi, que je suis nécessairement un fan. Alors, Abdou, j'aimerais quand même que tu nous parles de ton écurie préférée, Williams. Performance atroce, mais attendue parce que ce n'était pas leur track, mais ils ont, au moins on les a vus. On a vu Carlos Sainz se faire dépasser par Kimi Antonelli de belle manière. Fait que ça, au moins, c'est un aspect positif. Mais le steak était bon, au moins. Le steak était très bon, hein, comparativement aux performances de Williams. Puis, mais bon, on a revu Williams, comme tu l'as mentionné, grâce au dépassement de Kimi Antonelli. Je sais pas à quel point ça va faire plaisir aux commanditaires de Williams, que le seul moment qu'on les voit à la télévision, c'est lorsqu'ils se font dépasser. Mais bon, voici, hein, ça fait partie de l'image de marque. Puis, on espère, mais c'est ça, comme tu l'as mentionné, Abdou, Hongrie, c'est certainement pas une piste où les Williams pouvaient
pouvait véritablement performer. Je pense également que c'est une des écuries cette année les plus malchanceuses, surtout envers Carlos Sainz. Ça m'attriste de le voir de le voir avoir autant de difficultés. Puis peut-être que la pause estivale va lui permettre d'avoir de reprendre certaines énergies puis de nous revenir en force, quoique j'en doute très fortement. Ouais, j'ai du mal encore. Je pense qu'eux, ils vont se concentrer sur 2026. Fait que... Je pense que c'est le plan depuis le début avec James Valls. Il a dit d'ailleurs cette année, il a dit à l'ensemble de l'écurie, n'hésitez pas à prendre des risques, essayez quelque chose. T'sais, cette année, on a des attentes, mais notre attente, c'est d'apprendre. Fait tu sais, ils ont de l'air un petit peu brouillon par moment, mais je pense que c'est le moment, justement, de faire ces erreurs-là, d'en apprendre, puis tu sais, de regarder qu'est-ce qui va se passer l'an prochain avec une nouvelle régulation. 2 pilotes qu'on sait qui, avec une bonne voiture, sont parfaitement capables de livrer la marchandise. Pour la première fois depuis, écoute, probablement une dizaine, quinzaine d'années, on voit là, 2 gars qui peuvent rester là à long terme. Du moins à moyen terme et peut-être même à long terme dans le cas d'Alex Albon, qui est encore assez jeune relativement, et développer l'écurie, l'amener à quelque part de bien. Puis James Valls amène une expertise, une compétence qu'il a acquis chez Mercedes, qui va amener cette écurie-là à quelque part, j'en suis convaincu. Mais en ce moment, on passe à travers ce qu'on appelle les growing pains, je crois. Exactement. Donc, et ça fait partie de la job. Donc, c'est juste surtout d'apprendre comment justement régler ces douleurs. Sinon, chez Racing Bulls, Liam Lawson termine 8e. C'est une bonne performance. Isaac Hadjar, 11e. Il était dans le coup pour terminer 10e, et Antonelli a fait mieux. Fait que je pense que c'était correct. Chez Haas, c'était une course vraiment oubliée pour l'équipe américaine. Esteban Ocon, 16e, on l'a pas beaucoup vu. Et Oliver Bowman, qui lui aussi tentait une stratégie en arrêt, mais a dû abandonner suite à un problème mécanique à l'arrière où il perdait genre 1% de temps. Il se retrouvait dans les 8, 9, 10, si je me trompe pas, Behrman. C'était pas une mauvaise course. Malheureusement, un abandon mécanique, ça ne pardonne pas, là. Mais on a fait la blague au cours de la course que Honey Behrman, prend un 25 cents, flip a coin. Si jamais tu tombes sur heads, sur la tête, tu vas avoir une bonne course. Puis si jamais tu tombes sur tails, tu vas avoir une course brouillonne de sa part. C'est un peu ça dans son cas. La constance, un peu comme plusieurs recrues, est à travailler. Et je pense que ce genre de course, ça nous aurait donné Silverstone où, justement, d'un côté, tu avais la performance brouillonne, genre faire de la vitesse sur drapeau rouge pour une deuxième fois. Et en course, malgré un Sbinala synchronisé avec Esteban Ocon. Hey, il a fini 11e, cette course-là. Là. Toutes les conneries auraient littéralement pu finir un 5-6. Là. Ah oui, en plus. Donc, tu vois, c'est ça le truc avec Behrman. Je l'aime bien le kid, mais tu vois, ces genres de trucs, s'il réussit à maximiser ça, il va marquer des gros points, comme ce qui aurait pu se passer à Silverstone. Donc, c'est ça, je pense que chez Haas, c'est parfois un hit and miss cette saison. Case in point, Belgique. Donc, sinon, pour compléter, est-ce que performance du jour, Norris et Bortoleto pour moi. Norris, parce que c'est la victoire dans sa carrière qui, selon moi, a eu le plus à travailler pour. Ouais. Je te dirais là que a vraiment bien fait sous pression. A eu quelques petits, c'est sa signature, des fois, a des petits gaps, là, où que sort une roue ici et là, quand c'est tout seul puis qu'il se passe rien d'autour. Mais, quand même, aujourd'hui, il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est remis la tête
Tu sais, c'est un refocus rapidement après un départ qui, bon, tu sais, il a bien lancé son départ, mais s'est retrouvé un peu pris en sandwich et s'est retrouvé dans la pire ligne possible, où que George Russell et Fernando Alonso le couvraient en avant et sur le côté. Il se retrouvait un peu squeezé. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire grand chose d'autre, sinon tu causes une collision. Et puis, bon, Bortoleto, là, je veux dire, très, très, très intéressant. Moment cocasse, je veux quand même mentionner le fait que les pilotes qui tassent immédiatement les trophées sur le podium, c'était... Bon, Lando Norris savait très, très bien ce qu'il faisait avant de commencer à ouvrir les bouteilles de champagne. On a tous bien ri. Oui. Julien. Écoute, je suis d'accord avec toi. Les deux pilotes du jour sont vraiment Lando Norris puis Bortoleto. Ça a été dans le cas de Norris. J'ai eu peur pendant un instant que Lando Norris détruise complètement ses pneus lorsqu'il est sorti dans la gravelle, là, alors qu'il y avait pourtant 8 secondes d'avance, je me rappelle bien, sur... Non, c'est ça. 7-8 en avant, 7-8 en arrière. Non, c'est ça. Il se passait rien. Visiblement, ça n'aura pas vraiment eu d'effet sur sa monoplace. Donc, puis par la suite, ben, il a maintenu son sang-froid lorsqu'il était sous pression d'Oscar Piastri à la toute fin. Puis pour ce qui est de Bortoleto, ben vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir son combat entre lui et Max Verstappen. Il y avait Fernando Alonso devant, je ne me rappelle plus qui était l'autre, c'était Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Max Verstappen. T'as une coupe de champion du monde avec une recrue, puis c'est très, très bien tiré d'affaire. Bon, vraiment, ça a été... Donc ça, juste pour cet élément-là, ben évidemment, je veux dire, son P6, c'est très bon, mais de le voir être autour de deux pilotes aussi légendaires et de s'en sortir sans trop de problèmes, vraiment, ça a été excellent. Je pense qu'il y a un certain Carlos Sainz qui pourrait prendre des notes. Là. Ouf, la balle perdue! Shit! Mais mérité. Le départ des deux Williams sur les softs ont vraiment... écoute, je pense qu'ils voyaient... ils priaient pour une voiture de sécurité. Là. Ça n'a pas vraiment... ça n'a pas marché du tout. Puis Nico Hülkenberg l'a compris parce que lui aussi est parti entendre. Puis quand il a vu que ça fonctionnait pas, il est passé au médium et finalement... Il est pas juste parti entendre, il est parti trop vite aussi. Oui, ouais. Une belle pénalité de 5 secondes pour un faux départ. Fait que... Mais au final, il est parti trop vite, mais il a fini devant les deux Williams avec les pneus tendres. J'ai toujours pas compris Yuki Tsunoda qui décide à peu près au 15e, disons au 20e tour, là, entre 15 et 20. Lui, il a décidé que son deuxième train de pneus serait des softs. J'ai jamais compris. Mais bon, regarde, je veux dire, à ce point-là, avec tout ce qui se passe autour de Yuki, essaye de quoi de différent. Je veux dire, tu peux pas faire. Peut-être tenter de faire des dépassements rapides pour se sortir pour se sortir du trafic, mais visiblement, ça n'aura vraiment pas fonctionné. Ouais. Puis, ben c'est ça. Yuki Tsunoda a une magnifique 17e position qui va, j'imagine, beaucoup plaire à Helmut Marko. Ouais, ben écoute, si l'important c'est de participer était une performance, Yuki Tsunoda. Et les Alpines. Ah, et surtout les Alpines, ouais. Ouais, écoute, comme je l'ai dit, avoir changé Jack Doohan pour Franco Colapinto, au final, c'était changer 4,30 sous pour une pièce. Et ouais. Mais sinon, moi, Yuki Tsunoda, dans les circonstances, est-ce qu'on peut parler de contre-performance? La ligne des pluies, fait que je veux dire, sa course était déjà pas mal finie là, depuis le début. Puis c'est pas un circuit visiblement qui convenait à la Red Bull. On a vu Max terminer 9e. Fait. Regarde, je donne un passe-droit là-dessus, mais il a rien fait pour améliorer son sort. Ouais. C'est ça. Je pense que ça résume bien la situation. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix de Hongrie. Pour l'instant, au moment où je parle, on n'a toujours rien concernant Verstappen et Hamilton. Donc, je vais vous donner le classement des pilotes après le Grand Prix de Hongrie. Alors, on va aller continuer vers l'application et le classement. Donc,
qui n'est pas à jour. Donc, Oscar Piastri a maintenant une avance de 9 points sur Lando Norris et c'est ça qui compte. Et aussi, George Russell est à 15 points de Max Verstappen pour la 3e place. Fait que, c'est ça aussi, c'est ça qui compte. Mais moi, je pense que, d'après vous, et je vous pose la question, qui va finir 3e au championnat des pilotes? Russell ou Verstappen? Ouf. Ben, je veux dire, je crois que le fait que tu as un meilleur pilote en Max Verstappen, une voiture qui peut-être va être plus apte à amasser des 3, 4, 5e places sur plusieurs circuits. Bon, la Hongrie est un circuit très, très unique. On voit que la Red Bull, là, dans des circuits qui sont très, très sinueux, comme justement Monaco, etc., c'est jamais vraiment leur tasse de thé. Mais tu sais, tu peux pas te fier sur une course comme la Hongrie pour le reste de la saison. Alors moi, ce que je dirais, c'est Max Verstappen. Mais si jamais Mercedes continue à progresser de cette façon-là, puis George Russell continue à être aussi constant, ça va être extrêmement serré entre les deux. J'ai appris à ne jamais miser contre Max Verstappen, donc définitivement pas définitivement, mais je pense que Max Verstappen va avoir la troisième position au championnat des pilotes. Est-ce que l'écart va être grand avec George Russell? Ça m'étonnerait, mais Max Verstappen, puis comme François l'a mentionné, on peut pas se faire un cas d'espèce de la Red Bull sur le circuit d'Hongrie. Donc, non, je pense qu'il va maintenir son avance. Puis, de toute façon, je veux dire, Max Verstappen, une 3e place au championnat des pilotes, c'est certainement pas quelque chose qui le satisfait. Mais si ça lui permet d'avoir, son petit trophée de participation, ben, il l'aura. Il l'aura, ce sera une belle... Au moins, il va avoir un trophée par la FIA à la fin de l'année. Donc, ce serait comme une victoire pour lui. Sinon, au championnat des constructeurs, maintenant que j'ai le classement mis à jour, McLaren est à 559. Donc, on peut déjà donner le trophée à McLaren, rendu là. Ferrari est 2e avec 260 points. Mercedes est 3e avec 236. Red Bull est 4e avec 194. Williams... Écoute, même plus que le double là, à ce point-ci. Là, regardez... McLaren pourrait prendre 3 mois off au retour des vacances, puis il serait encore premier. Ah, clairement, écoute, c'est fou à quel point cette écurie roule sur l'eau. Roule sur l'eau sur la rivière. Bref. Aston Martin est 6e avec 52 points. Sauber, maintenant, est à 1 point de Aston Martin. Wow. Ben, quoique Aston Martin vient de repasser Sauber pour la 6e place avec le double point de... Encore, j'en reviens pas. Je me demande jusqu'à quel point autant Aston Martin que Sauber va les rattraper si ça continue ainsi. Racing Bulls est 8e avec 45 points. As est 9e avec 35 points. Et Alpine est bon dernier avec 20 points. Je veux dire, 20 points, là, il y a quelques années, tu étais le dernier ou avant-dernier avec moins de 10 points. Là. 20 points, c'est pour être dernier après 14 courses, c'est loin d'être aussi, comment je te dirais, unfair ou inégal ou non compétitif. Là. Ouais. Les Williams qui ramassaient 0, 1, 2, 3 points par année. Là. Si je me rappelle bien, Sauber a déjà terminé avec 2 points. Oui. Est-ce que c'était l'an dernier? Je me rappelle plus. Je pense il y avait eu 4 ou 6 points. Là. Genre, il y avait eu une course miracle qu'ils avaient sorti de l'affront d'un gros zéro. Là. En tout cas. Ouais. Ben, écoute, ça, c'est grâce aux performances de Pierre Gasly que Alpine a 20 points. Donc, c'est surtout Pierre Gasly qui fait le travail. Donc, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du bulletin GP. Live de Rimouski ou Sainte-Luce, c'est selon. Bah. Mais je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode avec vous, messieurs. On a eu ben du plaisir cette fin de semaine. On a mangé de la bonne bouffe. Les steaks étaient excellents. On a joué à la Nintendo Switch, surtout à Mario Kart.
On ne parlera pas de Nintendo Switch Sport et surtout le golf. Je voulais juste souligner le fait que Julien a réussi un coup à la Tiger Woods où que écoutez là, il était sur le bord du verre, t'as fait un chip et il tombe directement dans la coupe. La balle reste dans le fond de la coupe là, tu sais, un chip shot et il crie de façon extraordinaire. Il se met à genoux à terre, il est tordu en deux et sa blonde qui l'appelle lui dit « Arrête de faire du bruit, j'essaie de dormir. » Ah, ça, c'était... Et en pleine soirée, en plus. Ça, c'était épique. Alors, non, c'était vraiment, vraiment drôle. Alors, et moi qui a vraiment eu du skill issues. When did you not? Hey, j'ai gagné une course à Mario Kart. So. J'avais un joystick, quand j'avais un joystick qui marchait pas. Des excuses. Bref, on continuera la bataille après l'épisode. Mais... Qu'est-ce que la balance, cette affaire-là? Oh, le tortilla slap va être magnifique. Bref, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, partout le Bulletin GP est disponible. Il y a aussi le Substack, le bulletingp.substack.com et évidemment le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de tout et de rien du Grand Prix, partager des belles histoires sur la Formule 1. Mais entre-temps, il n'y aura pas d'épisode de podcast avant le retour des vacances. Puis, moi, j'en vais en profiter pour aller à Trois-Rivières pour le Grand Prix. Si tout va bien, je touche du bois, mais ça va bien aller. Sur ce, mon nom est Abdou Sall. Julien Légaré-Turcotte et François Carignan de La Monoplace étaient avec moi. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut tout le monde!